Bien, bonjour à tous. Nouvelle correction d'étude de cas donc, sur la croissance sur les défis de la croissance démographique au Maroc. Donc l'étude de cas numéro 2 après celle du Japon en ce qui concerne l'évolution de la population. Une étude de cas un petit peu plus longue qui s'organise donc sur deux grandes parties, une transition rapide donc qui montre qu'en fait que la population marocaine a fortement évolué en termes de nombre entre 1960 jusqu'à nos jours. Et sur la deuxième partie, donc les conséquences de cette évolution de la population, ça va être de faire en sorte de pouvoir gérer justement cette forte croissance démographique. Voilà, donc pour l'organisation, on est donc sur deux doubles pages. On va commencer ces deux doubles pages, donc c'est page 334, 335, 336, 337. Je vous invite donc à ouvrir le manuel numérique, je suppose que c'est déjà fait, et à suivre en même temps que moi. On est parti, je vous lis l'introduction. Les défis de la croissance démographique au Maroc. Entre 1975 et 2015, la population du Maroc est passée de 17 millions à près de 35 millions de personnes. Le nombre d'urbains est passé d'un tiers à plus de 55% de la population. Les effets de cette transition sur la société sont importants. Comment gérer les conséquences de la transition démographique au Maroc? Alors, premier aspect, vous êtes ici en train de faire une étude de cas et vous tombez sur des termes que vous ne connaissez pas forcément, et notamment le terme de transition démographique. Donc, dans la logique, hein, quand on ne sait pas quelque chose, lorsqu'on utilise un manuel, on essaie d'aller voir à quel endroit on peut avoir la réponse. Donc, soit pour transition démographique, vous alliez dans le lexique, et comme ça vous pouviez avoir la définition. J'ai pas été voir, hein, mais je suppose que ça doit certainement y être, c'est une notion importante. Ou alors vous alliez à la fin, et le lexique ou le glossaire vous donne le numéro de page de la définition. Transition démographique, donc vous aviez la définition à la page 346, vous avez dû vous en rendre compte après en faisant votre cours. Donc passage d'un régime traditionnel où la fécondité et la mortalité sont élevées et s'équilibrent à peu près, à un régime où la natalité et la mortalité sont faibles et s'équilibrent également. Voilà, donc en gros des forts taux de natalité et de mortalité sur un régime traditionnel, et après une phase de développement du pays, vous avez donc une natalité qui diminue et également une mortalité qui diminue. Cette transition démographique, vous la retrouvez sur le document 1 de la page 347, où vous avez justement le schéma de la transition démographique qui vous permet de comprendre. Avec une première phase, une deuxième phase, hein, donc une première phase où la natalité reste forte et la mortalité baisse. Vous avez donc un fort accroissement naturel, la population augmente fortement. Sur une deuxième phase, la natalité rattrape la mortalité, mais vous avez encore tout de même un accroissement naturel fort, même s'il diminue. Et ensuite, vous vous retrouvez avec un accroissement naturel faible, avec un taux de mortalité et un taux de natalité faible. Voilà en quoi consiste la transition démographique. Vous l'avez ensuite normalement bien revu en faisant vos fiches de cours. On repart à l'étude de cas sur le Maroc à proprement parler. Il va me falloir quelques secondes pour y arriver. Voilà. Donc on attaque les questions de la page 335. Question 1. Caractériser et expliquer l'évolution de la population marocaine depuis 1960. On vous demande d'utiliser les documents 1 et le document 5. Le document 1, donc vous allez pouvoir retrouver ce qu'on vient de voir avec la transition démographique, les taux de natalité et de mortalité dans le premier graphique du document 1, et l'espérance de vie à la naissance en année, qui sera la courbe orange, la natalité étant la courbe foncée, la mortalité, la courbe bleu clair. Vous avez également dans le deuxième graphique l'indice synthétique de fécondité, le nombre d'enfants par femme. Euh, bon voilà, c'est le nombre d'enfants par femme, hein. Et pour pouvoir avoir un renouvellement de la population, donc il faut 2,1 enfants par femme. Voilà, avec les 0,1 qui correspondent à la mortalité infantile, c'est une petite marge pour faire en sorte justement que la population augmente. Vous observez globalement, vous avez un taux de fécondité qui est élevé,
même s'il passe en dessous de 2 à partir de 2018. Mais on est sur de la projection. Voilà donc pour le document 1. Pour le document 5, vous êtes également en face d'un graphique. Cette fois-ci, c'est différent puisqu'on observe l'évolution de la population du Maroc entre 1960 et 2050, mais cette fois-ci en termes de nombre, avec une population totale courbe orange, une population urbaine courbe bleue et une population rurale courbe verte. Urbain, rural, je suppose que vous savez la différence quand même, mais bon, je vais le redire pour ceux pour qui ça serait éventuellement abstrait. La population urbaine, c'est la population qui habite en ville, et la population rurale, c'est la population qui habite à la campagne. Voilà pour les présentations générales des documents. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux courbes à proprement parler. Donc sur le document 1, on observe une transition démographique et on est plutôt d'ailleurs sur une phase 2 de la transition démographique par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque vous observez que dès 1960, vous avez une natalité qui baisse, mais pour autant, elle reste très supérieure à la mortalité. Résultat, ce que vous avez en assuré, l'accroissement naturel est fort entre 1960 et 2018. Vous observez une baisse de la mortalité un peu plus progressive également jusqu'en 2018. Voilà, une mortalité qui diminue, des conditions de vie qui s'améliorent et donc vous avez une espérance de vie qui augmente. C'est pour ça que vous avez la courbe, orange qui passe à peu près de, 48 ans en 1960 à 75 ans en 2018. Voilà, toujours, donner quelques chiffres, lorsque vous répondez à une question. Pour la natalité, pareil, vous partez de 50 pour 1000 en 1960 et vous arrivez à 20 pour 1000 en 2018. Pour la mortalité, vous commencez à 20 pour 1000 en 1960 et vous arrivez à 5 pour 1000 en 2018. Voilà, donc quand vous répondez et que vous avez des analyses de graphiques à faire, surtout donnez quelques chiffres. Pas forcément des tonnes, mais donnez quelques chiffres pour illustrer vos propos. La natalité diminuant, vous avez donc, et c'est corrélé, une baisse de la fécondité également qu'on observe très bien sur le graphique de droite, avec 7 enfants par femme en 1960 et on passe à 2,5 enfants par femme en 2000 et à peu près à 2,1 en 2018. Donc on a une population marocaine qui a fortement augmenté pendant toute la période, on le redit, et qui aujourd'hui se stabilise, puisque je le répète, 2,1 enfants par femme, c'est le chiffre qu'il faut. Bien sûr, c'est une moyenne, on ne coupe pas l'enfant en 10, pour pouvoir faire en sorte que la population ne diminue pas. Voilà, j'ai peut-être fait une erreur d'ailleurs dans une des études de cas, parce qu'il me semble que je vous avais dit un 9, j'avais dû inverser. Je devais être fatigué quand j'ai fait la correction, j'en suis pas sûr, mais voilà, vous ferez attention. Peut-être qu'elle n'est pas encore postée et qu'elle va arriver si c'était la Russie. Mais donc vous restez bien sur 2,1. Ensuite, pour le document 5, donc là, vous observez une population marocaine qui, de ce fait-là, passe à peu près en 1960 à... Bon, là, vous pouvez reprendre soit les chiffres qui vous sont donnés dans l'introduction, mais sinon, sur le graphique, donc 1960, on est à peu près à 12 millions d'habitants, et aujourd'hui, donc, on est à 35 millions d'habitants. Et on était, comme le dit l'introduction, donc en 1975 à 17 millions. Voilà, donc à vous de voir. L'objectif étant de bien dire qu'on est à 35 millions en 2020 et que vous avez donc eu une forte augmentation. Forte augmentation, vous observez qu'il y a deux droites parallèles sur ce graphique, c'est véritablement la population urbaine qui va augmenter de la même manière, d'accord, alors que la population rurale, elle, va se stabiliser. Vous observez qu'en 1990, vous avez d'ailleurs la population urbaine qui dépasse la population rurale. Bon, pour la France, c'était en 1930. Vous voyez que le Maroc est resté quand même un pays rural beaucoup plus longtemps. On est dans la situation des pays du Sud. Voilà pour cette analyse par rapport à la population. Donc, vous pouvez éventuellement parler également du doublement de cette population, puisque en 1960, donc on est à peu près à 12 millions, et en 2020, on est à 35 millions, donc on a une population qui est à peu près à doubler en 60 ans. Voilà pour la première question. Deuxième question, quels indicateurs montrent que le Maroc connaît une transition démographique rapide? Alors, pour cela, vous devez observer le document 1. On revient un petit peu à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous avez une natalité qui va diminuer quand même très rapidement.
et ça s'observe sur les deux graphiques, une mortalité qui diminue un petit peu plus lentement, et donc vous avez une transition démographique rapide due à cette forte baisse de la natalité. Vous allez comprendre pourquoi dans les documents suivants. Je pense qu'on a à peu près terminé par rapport à ça. Donc vous pouvez éventuellement rappeler que vous avez une fécondité qui passe de 7 enfants à 2 enfants par femme en l'espace de 60 ans. Question 3. Relever les causes de la transformation du modèle familial au Maroc et de ce fait-là aussi de la baisse de la natalité et de la fécondité. On vous demande d'utiliser les documents 2 et le document 3. Document 2, je vous le lis, vous pouvez le lire en même temps que moi. Vous mettez pause et vous le lisez dans votre tête comme vous voulez. La société marocaine a subi de grandes transformations depuis l'indépendance. L'éducation des masses, le salariat et l'emploi, la mobilité spatiale interne du rural vers la ville, le planning familial et la contraception, dont la réussite a contribué à changer le rôle des femmes, les révolutions médiatiques, les politiques de développement dictées par les États ou par les organismes internationaux sont autant de facteurs qui ont bousculé la société. La valeur de la société la valeur de l'obéissance entre parents et enfants recule au profit du dialogue. 73,8% sont pour le dialogue dans l'éducation, 72% sont pour le fait que les décisions se prennent conjointement entre l'époux et l'épouse, 56,7% sont pour l'autonomie du logement du couple, c'est-à-dire que le couple vit seul et pas forcément avec les parents. Rama Bourkia, Valeurs et changement social au Maroc 2010. Bien, les principales causes de la transformation du modèle familial, ça va être l'éducation, clairement, et vous l'observez d'ailleurs sur le document 3 aussi, puisqu'on vous montre des personnes enfin des collégiens du Maroc. Ce n'est pas précisé dans quelle ville. Voilà, donc l'éducation va faire que vous allez éventuellement avoir un rôle de la femme qui va progressivement évoluer, qui va notamment pouvoir accéder à l'emploi et qui va le souhaiter éventuellement accéder à l'emploi. Et de ce fait-là, donc vous avez également l'utilité du planning familial et de la contraception, puisque ces femmes ne vont pas forcément souhaiter avoir énormément d'enfants justement pour pouvoir aller travailler. C'est le même processus qu'on retrouve un peu partout dans le monde et pas simplement au Maroc, d'accord? Voilà donc pour l'aspect, le rôle des femmes est véritablement très important. Vous avez d'ailleurs une double page dans ce chapitre par rapport à ce rôle des femmes dans la transition démographique. Voilà, après vous avez aussi une société qui se modernise et vous avez parfois des couples qui n'ont tout simplement pas envie d'avoir beaucoup d'enfants, parce qu'après il faut aussi pouvoir avoir l'argent pour les élever. Donc quand on peut avoir accès à la contraception automatiquement, on va diminuer le nombre d'enfants qu'on a dans la famille. Voilà pour la transformation. Vous avez aussi un modèle patriarcal qui a tendance à diminuer. Vous observez qu'aujourd'hui, vous avez une société marocaine qui estime que les décisions doivent se prendre en commun et pas simplement prises par l'homme, et vous observez aussi que le poids justement de la belle famille et le fait que vous ayez le fils qui garde les parents à la maison, comme ça peut se faire en Inde, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui est majoritaire, en tout cas en souhait dans la société, puisque vous avez 56,7% qui sont pour l'autonomie du logement du couple. Maintenant, dans les faits, quand vous n'avez pas les moyens et que vous avez vos parents qui sont dans une situation de précarité parce qu'ils gagnent pas assez, forcément, vous pouvez les garder à la maison. Voilà. Des systèmes de retraite ne sont pas présents dans tous les pays du monde. Ou en tout cas, peut-être pas forcément suffisants. Voilà pour la question 3. Question 4. Expliquer l'intérêt pour un pays d'avoir une population jeune réduite et une population âgée peu nombreuse. Et on vous demande de regarder le document 4. Ce document 4, cet intérêt, on va le retrouver directement dans le titre du document, puisqu'on vous parle de dividende démographique. Un dividende, c'est ce que voilà, ça vous est indiqué en dessous en plus. Donc je vous lis le petit 1 qui vous est noté. Un dividende renvoie aux bénéfices versés par une entreprise à ses actionnaires. Au sens figuré, c'est un avantage, un atout. Donc les actionnaires d'une entreprise, c'est ceux qui ont une partie du capital de l'entreprise. Vous pouvez les acheter en bourse. Je vous ai je ne sais plus si je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, donc vous pouvez acheter par exemple, si vous étiez riche, 10% du capital de Coca-Cola en actions, et vous auriez 10% du bénéfice. Voilà donc pour ce terme de dividende. Je vous lis le document 4. Le dividende démographique, c'est l'accélération de la croissance économique résultant des changements dans la structure par âge de la population, sous l'effet de la baisse consécutive de la fécondité et de la mortalité.
Cette définition propose que la proportion des moins de 15 ans ne doit pas dépasser 30% de la population et celle des 60 ans ne devra nullement aller au-delà de 15%. Au Maroc, les données des deux derniers recensements réalisés en 2004 et 2014 illustrent bien cette situation et lui confèrent le statut d'aubaine démographique, étant donné que la part des enfants de moins de 15 ans diminue, passant de 31,2 à 28%. En revanche, la population en âge d'activité, les 15-59 ans, passe de 61,2 à 62,4. Par ailleurs, la part des personnes dépendantes âgées de 60 ans et plus connaît une augmentation relative, allant de 8,1 à 9,6%. Voilà, quand vous regardez ça, vous vous dites, il y a un petit peu moins de jeunes, l'augmentation de la population très âgée est relativement faible, par contre on a beaucoup plus d'actifs. Automatiquement, l'intérêt, c'est que vous avez plus d'argent qui rentre dans les caisses, puisque les personnes qui sont dépendantes, soit sur le plan de l'éducation, par exemple, ou dépendantes de leurs enfants, ou les personnes qui sont dépendantes à cause de la vieillesse, ces personnes ne sont pas les plus nombreuses. Et vous observez donc que vous avez une population active qui est relativement importante, d'accord? Puisque vous avez 62,4% de la population en 2017 qui est en âge de pouvoir avoir une activité. Voilà donc pour ce dividende démographique, pour cette aubaine démographique. Ensuite, question suivante, donc l'argent qui peut être donné par la population active à l'inverse des populations qui sont dépendantes, qui sont en effectif plus réduit. Question 5. Comment évolue la part de la population rurale et celle de la population urbaine depuis 1960? Donc vous avez une population rurale qui va avoir tendance à être relativement stable, même si elle augmente encore de 1960 à 1980, 80-90 on va dire. Alors que la population urbaine, elle, va exploser. Sous-entendu, la hausse de la population au Maroc, elle va surtout se faire dans les villes, dans les agglomérations, que vous allez pouvoir retrouver dans le document 6 d'ailleurs. C'est la question 6, où les nouveaux habitants se concentrent-ils? Donc ils se concentrent plutôt dans le nord du pays. Je vous invite à aller voir le Maroc en vue satellite sur Google Maps, Google Earth, comme vous voulez. Et vous verrez en fait que la partie où vous avez le plus de densité de population, c'est-à-dire le plus d'habitants par kilomètre carré, c'est ce qui vous est présenté ici par cette carte. Donc la partie utile du Maroc, la plus verte sur vue satellite, c'est le nord, et c'est là où vous allez avoir les densités de population les plus fortes. Le terme de densité de population, c'est quelque chose que vous avez déjà vu et que vous êtes censé normalement pouvoir maîtriser. D'accord? Donc justement, le document 6 est une carte qui nous montre une population inégalement répartie. Je vous rappelle que quand vous présentez un document pour une épreuve bac, vous prenez la nature, vous prenez également donc la source. Ici, c'est le recensement général de la population de la BIA du Maroc 2014. Vous prenez la date de 2014, je vous l'ai dit. L'auteur ici, il n'y a pas d'auteur, mais ça serait éventuellement l'éditeur du manuel. Et ensuite, le sens général du document, donc c'est ici la population du Maroc inégalement répartie et la présentation des densités de population au sein du Maroc. Je pense avoir fait le tour. Donc une carte qui nous présente une population inégalement répartie. La source recensement général, la date 2014 et pas d'auteur. Voilà pour la présentation. Donc, par rapport à cette concentration de la population, vous pouvez notamment citer les agglomérations les plus importantes du Maroc, à savoir Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech. Mais globalement, quand même, une population qui se concentre sur le littoral marocain, puisque c'est là où vous allez avoir des densités de population supérieures à 150 habitants au kilomètre carré. Donc au nord et plutôt sur le littoral. Voilà pour la question 6. Question 7. Citez d'autres États qui aujourd'hui ont un nombre d'enfants par femme comparable au Maroc d'il y a quelques décennies. Donc ici, le terme important de la question, c'est d'il y a quelques décennies, c'est-à-dire le Maroc, dans les années 1960. Il faut donc aller rechercher des pays où vous avez à peu près 6-7 enfants par femme. Ces pays aujourd'hui, ils existent, c'est ce qu'on appelle les pays les moins avancés. Ce sont les pays les plus pauvres, les pays dans lesquels vous avez des structures d'encadrement de la population quasi inexistantes, donc pas de contraception, pas d'accès aux soins, des modèles traditionnels. Ça va être par exemple la Somalie, qui est un pays en guerre depuis les années 90, le Niger. Voilà, donc là vous êtes dans le cadre de PMA, vous avez un nombre d'enfants par femme très important.
Question 8. Du national au mondial, dans quelle phase de la transition démographique se trouve actuellement le Maroc? Donc en 2018, on est plutôt en fin de transition démographique, hein. Vous observez que la natalité et la mortalité ont tendance à véritablement se rapprocher des pays qui se retrouvent dans la même situation. Bah, vous pouvez avoir l'Algérie ou la Tunisie, hein, qui sont également deux pays du Maghreb qui ont à peu près la même caractéristique démographique. Voilà pour la première partie de l'étude de cas. On passe à la seconde partie. Gérer la forte croissance démographique. Alors, question 9. Quelles sont les conséquences de la forte croissance démographique sur les espaces urbains? On vous demande de regarder le document 7 et le document 8. Vous pouvez directement prendre connaissance du document 8 puisque c'est une photographie. Ça va relativement vite. On vous dit donc que cette photographie vous montre un bidonville à Casablanca. Ce terme de bidonville, donc on l'avait déjà vu avec l'étude de cas générale sur l'Inde, où on vous dit que des dizaines de milliers de personnes vivent toujours dans les bidonvilles, dans les grandes villes du pays. Et le plan de développement stratégique du Grand Casablanca, lancé en 2015 par l'État, vise à limiter l'étalement urbain. Pour limiter l'étalement urbain, c'est-à-dire la ville qui s'étale automatiquement, vous devez construire en hauteur, et vous observez d'ailleurs, hein, des immeubles d'habitation de plusieurs étages à l'arrière-plan de cette photographie. Voilà pour la question 8. Donc les conséquences de la croissance démographique, ça va être l'étalement urbain et la mise en place de bidonvilles, avec un État qui essaye de gérer cet étalement urbain avec la mise en place d'immeubles d'habitation. On va regarder les choses de façon plus précise à l'intérieur du document 7, puisque le texte va nous donner des précisions par rapport à ce qu'on vient de voir sur le document 8. Les conséquences du programme Ville sans bidonville. Je lis le document. Lancé en 2004 sous haute instruction royale, le programme Ville sans bidonville vise à détruire toutes les baraques d'ici à 2020. En échange, les familles peuvent acquérir un appartement de 50 à 60 mètres carrés à 140 000 dirhams, c'est-à-dire 12 900 euros, donc 40 000 pris en charge par l'État, ou se voir attribuer un lot d'environ 80 mètres carrés à prix bradé. Vous observez, 80 mètres carrés, c'est pas grand-chose, hein. Entre 15 000 et 30 000 dirhams pour y construire à leurs frais une maison de 3 étages maximum. Une solution privilégiée pour une grande partie des familles relogées. Fierté du royaume, couronné du prix d'honneur Habitat de l'ONU en 2010, le programme de recasement des habitants des bidonvilles a failli être un succès. C'est dommage, au départ, il y a eu des opérations très réussies de relogement in situ, c'est-à-dire une remise à niveau du bidonville. Mais les autorités ont fini par privilégier une pensée unique, récupérer le foncier, c'est-à-dire les terrains qui étaient squattés, précieux dans les centres urbains, tout simplement parce que ça leur permet de gagner de l'argent. Rappelle Karim Rouissi, un architecte engagé de Casablanca. Les habitants sont alors envoyés dans la périphérie des grandes villes, c'est-à-dire sur l'extérieur de la ville, ou dans des cités dortoirs construites ces 10 dernières années à travers le royaume. C'est ce que vous observez à l'arrière-plan du document 8. Saad, un pêcheur de 51 ans qui vivait dans le douar Isbou à Ain Seba, face au littoral atlantique, a connu ce déracinement. Ça devait être le plus beau jour de sa vie. On allait enfin habiter dans un logement en dur. On s'est retrouvé dans un bled paumé, Sidi Hajjaj, à 30 kilomètres de Casablanca, loin de la mer, des commerces, de toute activité économique, déplore-t-il. Près de 3 mois après sa destruction, son baraquement n'est qu'un vaste terrain vague où se promènent des chiffonniers. Maintenant, où est-ce que je vais trouver du boulot interroge-t-il, un peu perdu. Ces nouveaux quartiers manquent d'écoles, de dispensaires, c'est-à-dire des endroits où on peut avoir des soins, de commerce. Les habitants sont en situation d'isolement, sans aucune mixité sociale, c'est-à-dire que c'est là où vous avez tous les habitants du bidonville qui se retrouvent. On a déplacé la pauvreté en périphérie, analyse Monsieur Rouissi. Galia Kadiri, au Maroc, l'abandon des bidonvilles, Le Monde, 4 janvier 2019. Donc la nature du document ici, c'est un article du Monde, daté du 4 janvier 2019, fait par Galia Kadiri, qui s'intitule Le Maroc, l'abandon des bidonvilles. Donc article dans lequel on explique la politique du gouvernement marocain par rapport à ces bidonvilles et les conséquences pour les populations déplacées. Justement, donc les conséquences de la forte croissance démographique ici, donc ça veut dire l'apparition de bidonvilles et un gouvernement qui essaie de lutter contre ces bidonvilles avec une politique volontariste, hein, qui avait été d'ailleurs saluée en 2010 par l'ONU. Donc le problème étant que ces bidonvilles démolis sont remplacés par des cités dortoirs en périphérie où vous avez une concentration de la pauvreté malgré tout. Même si les infrastructures sont de meilleure qualité, on manque également de services publics, c'est ce qui nous est dit à la fin de ce texte. Voilà.
Question suivante, question 10. Quelles réponses sont apportées par l'État? Quelles sont les limites de cette politique? Document 7. J'ai répondu à la question 10 juste avant, hein. Donc les réponses apportées par l'État, ça va être des programmes de relogement de la population. Les limites de cette politique, c'est le fait que vous avez des services publics qui sont insuffisants dans les nouveaux quartiers créés et que ces nouveaux quartiers concentrent la pauvreté à la périphérie des grands espaces urbains. Question 11. À quelles difficultés la population est-elle confrontée? Et quelle catégorie de population est la plus touchée? On vous demande d'observer le document 10. Document 10. Le chômage des jeunes urbains. Je lis avec vous. Vous mettez pause et vous essayez de retrouver à quel endroit j'ai terminé de lire si ça vous embête de m'entendre. Au Maroc, le chômage touche plus de 4 jeunes urbains sur 10, une problématique au centre des préoccupations sociales qui nourrit frustration et mécontentement populaire. 7 ans après le mouvement du 20 février, version marocaine du printemps arabe, l'avenir de la jeunesse est plus que jamais d'actualité dans le royaume. Agité ces derniers mois par des mouvements de protestation menés le plus souvent par des jeunes au chômage. L'économie marocaine, bien que portée par une croissance de 4% en 2017, contre 1,2 l'année précédente, n'a pas créé suffisamment d'emplois par rapport au nombre de jeunes arrivés sur le marché du travail, poursuit M. Jaidi. Le chômage touche aussi de plein fouet les femmes, avec un taux de 14,7% contre 8,8% chez les hommes. Le roi Mohamed VI a lui-même reconnu dans un discours en octobre que les progrès enregistrés ne profitent pas aux jeunes qui représentent plus du tiers de la population. Parmi eux, nombreux sont ceux qui souffrent de l'exclusion du chômage, a-t-il dit. Les demandeurs d'emploi, diplômés ou pas, découragés par d'interminables recherches infructueuses, optent souvent pour le système D. C'est le cas de Mehdi, 28 ans, qui distribue dans le vieux Rabat des prospectus de demi-journée par semaine, pour une cinquantaine d'euros par mois, tout en déposant ici et là son CV. Je n'ai pas de contrat de travail, pas de couverture médicale, souffle ce jeune Marocain qui a suivi une formation en cuisine il y a quelques années, mais qui n'a jamais trouvé d'emploi dans son domaine. Voilà, donc un article du Point publié le 11 février 2018 qui s'intitule Le chômage des jeunes au Maroc. Il n'y a pas spécialement d'auteur cette fois-ci, qui nous explique donc la situation face à l'emploi de la jeunesse marocaine. Cette situation face à l'emploi, donc, elle est relativement claire, hein. Vous avez une population jeune qui est fortement touchée par le chômage, puisqu'on vous dit que ça touche plus de 4 jeunes urbains sur 10, donc 40% des jeunes qui habitent en ville sont au chômage. Voilà, et vous avez de façon générale donc un chômage qui touche une part globalement assez importante de la population, puisque vous avez 14,7% des femmes qui sont au chômage et 8,8% des hommes. Voilà. Donc, le problème étant que au Maroc, vous n'avez pas de couverture sociale comme vous pouvez éventuellement avoir en France, qui va vous permettre de vivre ou de vivoter à peu près, on va pas dire correctement, mais enfin de vivoter. Au Maroc, c'est plus compliqué, et donc vous avez un système de débrouille qui doit obligatoirement se mettre en place. C'est ce que vous observez avec le cas de Mehdi qui distribue des prospectus. Donc voilà pour les difficultés qu'on observe ici. Donc c'est le chômage, hein, et la catégorie de population la plus touchée. Et donc les jeunes, puisqu'il n'y a tout simplement pas assez de création d'emplois pour pouvoir subvenir à leurs besoins de travail. Question 12. Quelles sont les deux principales inégalités face à l'éducation? Et on vous demande d'observer le document 11. Vous avez une photographie, automatiquement, il faudra regarder en dessous pour avoir les renseignements. L'accès à l'enseignement est très inégal au Maroc. En ville, la durée moyenne de la scolarisation des plus de 15 ans est de cette année. Donc vous avez déjà une inégalité ville-campagne contre 3 dans le milieu rural. Chez les hommes, cette moyenne est estimée à 6,4 contre 4,8 chez les femmes. Et une inégalité homme-femme, où vous avez des hommes qui vont éventuellement être plus scolarisés que les femmes. Ça va être le cas notamment dans le milieu rural, où on va éventuellement favoriser la scolarisation du fils, alors que la fille ne va pas forcément poursuivre les études. Voilà pour la question 12. Bilan. À quels défis économiques, sociaux et spatiaux le Maroc est-il confronté? On vous demande ici d'utiliser tous les documents. La question clairement oriente le plan, hein, puisque vous allez d'abord avoir les défis économiques, sociaux et ensuite spatiaux. Voilà, donc par rapport à l'introduction, même si ça vous est pas demandé ici, bah, vous quand même vous devez recontextualiser les choses, hein, expliquer que si vous avez ces défis, c'est tout simplement parce que le Maroc va connaître une croissance démographique importante depuis les années 1960. Redéfinir ce que c'est que la croissance démographique, donc une augmentation forte de la population, puisque le Maroc a connu la transition démographique pendant cette période.
À partir de là donc, vous pouvez enchaîner sur les défis économiques, hein. Vous pouvez dire, bon alors c'est pas spécialement évident parce que si vous mettez le social d'abord, même si ça vous est pas dit ici, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que vous pouvez enchaîner en disant que cette hausse de population, elle augmente automatiquement, le besoin en services, hein. Par exemple des services au niveau scolaire, au niveau de l'hôpital, heu, au niveau des infrastructures, notamment en logement, donc vous pouvez partir là-dessus et utiliser donc le document 11 pour l'école. Les documents, 8 et 7, pour ce qui est, pour ce qui est des infrastructures, notamment des infrastructures urbaines, bidonvilles, voilà. Et pour le soin, vous pouvez prendre aussi dans le document 7 le manque éventuellement de dispensaires pour les populations les plus pauvres. Voilà, donc vous pouvez éventuellement partir sur le social. La transition avec l'économique, c'est que dans ce cas-là, vous dites, ben, que pour pouvoir financer justement tous ces services, publics, bah, l'État a besoin d'argent et donc il a besoin d'une économie dynamique, à la fois pour donner des emplois à la population et là vous pouvez enchaîner sur le document 10 avec le chômage des zones urbains, mais également donc, une croissance économique qui va être importante pour pouvoir financer donc les services publics, on l'a dit juste avant. Les conséquences spatiales, donc vous pouvez, conclure en disant que la hausse de la population automatiquement donc, entraîne, heu, une croissance des villes puisque vous reprenez le graphique en expliquant que la population rurale se stabilise, mais qu'à l'inverse la population urbaine augmente fortement, explose. Et donc vous pouvez indiquer que justement sur le plan spatial, cet, étalement urbain, va provoquer l'apparition de bidonvilles pas qui, sont mises en place par les populations les plus pauvres, qui n'ont pas l'argent pour acheter un terrain ou une maison, mais qui viennent quand même en ville en espérant pouvoir mieux s'en sortir. Et que le gouvernement essaie de réagir en essayant de créer donc, des, logements en dur, même si ça concentre la population pauvre en périphérie dans les espaces résidentiels, type, HLM. Voilà donc pour le petit bilan de la question 13 qui reprend en fait toutes les questions, hein, mais dans un ordre différent en faisant un texte. Ici, je pense que le texte peut largement dépasser la vingtaine de lignes. Question 14. Du national au mondial, quels autres pays du monde connaissent des défis démographiques et sociaux similaires? On peut parler encore une fois de l'Algérie, de la Tunisie. Vous pouvez éventuellement rajouter le Mexique également. Voilà donc voilà pour l'étude de cas sur le Maroc. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Alors, il est possible, c'est même sûr, hein, que je parle vite, mais c'est pour éviter de parler pendant 1 heure, voilà, c'est pas forcément très rigolo de parler, seul dans un casque, en regardant un manuel. Donc vous, bah, si ça va vite, n'hésitez pas à faire des pauses, à repasser, la correction. Voilà, de toute façon, automatiquement, si vous devez prendre la correction, vous devez faire des pauses après chaque question, c'est clair. C'est l'intérêt aussi d'avoir une bande YouTube, c'est que c'est assez facile pour pouvoir, faire pause et recommencer. Normalement, il n'est pas censé avoir de bug. Bien, ben écoutez, bon courage et à la prochaine.